Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec plaisir que nous accueillons ce soir le professeur Brigitte Chabrol qui va nous parler du dépistage néonatal en 2022, soit 50 ans après le démarrage, sur un flash info. Et puis ensuite, le docteur Michel Haby, mais je reprendrai la parole. Je vais la laisser se présenter, je lui laisse la parole. Merci Brigitte. Merci beaucoup Michel. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis très heureuse ce soir de vous présenter un anniversaire, un très bel anniversaire puisque c'est les 50 ans, 50 ans d'une histoire complètement dingue. Comme souvent en médecine, puisqu'en 1934, un monsieur, à l'époque, les médecins étaient vraiment des très grands clinicien et observateur, et il avait décrit déjà une maladie, donc on disait oligophrénie, terme qui n'est plus utilisé actuellement, phénylcétonurique, donc il avait déjà mis en évidence une excrétion anormale. En 53, Bickel, toujours grand médecin observateur, se dit finalement si on retrouve de la phénylalanine dans les urines et qu'on n'en donne pas aux enfants, on va avoir une amélioration, et c'est ce qui s'est passé. Et puis, très rapidement, l'idée est venue que si on le faisait très tôt, avant les signes cliniques, et donc c'est Guthrie qui a inventé non seulement cette notion de précocité, mais également du dépistage à partir d'une tache de sang séchée que vous connaissez tous, qui a permis la mise en place donc du dépistage de la phénylcétonurie en France, et qui a été la première maladie biologique qui a été faite chez des nouveau-nés avant de dépister chez les nouveau-nés, avant tout signe clinique. Et maintenant, où on en est? Alors, très rapidement, les critères définis en 68 sont toujours les mêmes. Donc, il faut que ça soit un problème de santé publique. Il faut surtout que l'histoire de la maladie soit comprise et qu'il y ait un traitement efficace et qu'on dépiste, bien sûr, à un stade asymptomatique. Depuis 72, 37 millions de nouveau-nés ont bénéficié d'un ou plusieurs dépistages. Et grâce à ce dépistage, 47 519 enfants ont pu éviter soit un décès, soit un handicap certain. Donc, c'est vraiment un succès, et comme souvent les succès, ce qui marche, on n'en parle pas. On n'a pas beaucoup parlé du cinquantenaire, et merci au Conseil de l'Ordre de m'accueillir ce soir pour vous présenter ces résultats que je trouve extraordinaires. Je pense qu'il y a très peu de programmes de santé publique qui ont eu de tels résultats. Donc, il y a différentes maladies, on va les voir très rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, la phénylcétonurique, vous connaissez tous, avec un régime qu'on doit faire le plus précocement possible. Et vous voyez en 2021 les chiffres. En France, donc 46 malades ont été diagnostiqués. Et vous voyez le délai moyen entre la naissance et le moment du diagnostic de la prise en charge est de 11 jours. L'hypothyroïdie congénitale, vous la connaissez aussi, avec donc en l'absence de traitement un retard mental qui est complètement irréversible. Et là aussi, l'an dernier, 284 enfants qui ont été dépistés avec cette maladie. Hyperplasie congénitale des surrénales, où le diagnostic doit être très précoce, qui peut conduire au décès dans les premières semaines de vie, et qui nécessite une prise en charge aussi extrêmement précise, donc qui est plus rare, mais que bien sûr il faut diagnostiquer absolument. La drépanocytose, petite nouveauté, la drépanocytose, c'est une maladie qui initialement a été donc maladie du globule rouge, qui va entraîner des accidents vasculaires au niveau de l'os, du système nerveux, parfois un décès qui nécessite une prise en charge précoce. Et initialement, le dépistage jusqu'à aujourd'hui est ciblé. Et si vous remarquez bien, vous voyez que tout à l'heure, je vous parlais des 700 000 enfants qui ont été diagnostiqués en France en 2021. 342 000 l'ont été pour la drépano, car il y a des critères de ciblage qui existent toujours, donc qui ont été définis par la HAS en 2012, avec des critères très stricts, donc des deux parents qui sont originaires d'une région à risque que vous voyez ici. S'il existe des antécédents de syndrome, s'il y a un doute, il faut faire le dépistage. Mais ça va devenir obsolète, il n'y a pas encore de décret d'application, mais la Haute Autorité de Santé a autorisé le dépistage généralisé, donc un dépistage universel, à partir de novembre 2022,
car il y a beaucoup plus j'allais dire, de critères que celui du dépistage ciblé. Certains enfants ont comme ça échappé au dépistage et donc à une prise en charge précoce, et ce qui est contre l'égalité, bien sûr, à l'accès des soins si on commence d'emblée à faire un ciblage. La mucoviscidose, là aussi, donc maladie qui a été mise au dépistage plus récemment et qui a permis, donc vous voyez l'an dernier, 118 enfants qui vont être traités, pris en charge et avec des modifications majeures de leur histoire naturelle. Le petit dernier est le déficit en M4, donc c'est une maladie qui peut entraîner une mort subite du nourrisson ou d'autres signes cardiaques. Et vous voyez là les résultats entre décembre 2020 et février 2022, 35 enfants ont pu être dépistés, traités, pris en charge. Et à l'heure actuelle, sur ces 35, aucun n'a présenté de signes cliniques depuis le début du dépistage. Voilà, donc ça c'était pour résumer en 2021. Je passe. Il ne faut pas oublier bien sûr la surdité, mais vous avez eu, je crois, il n'y a pas très longtemps, ce sujet a été traité. Je voulais juste signifier deux choses. Quelque chose qui est peut-être un peu plus sociétal, mais qu'il faut remarquer, c'est que alors que le nombre de naissances diminue, eh ben, on a un refus parental. Vous voyez que dans les années 2010, il était de l'ordre de 99. Il était considéré vraiment comme inexistant ou presque, et qu'on est passé à 378 avec une augmentation chaque année. Donc des parents qui reçoivent l'information et qui refusent, puisque le dépistage, il est systématique, mais il n'est pas obligatoire. Il est fait après information des parents et consentement du parent. Voilà, je n'ai pas de réponse à cela, mais il faut quand même le noter. Ici, c'est notre région, donc vous voyez comment on travaille. Il y a tous les départements, 65 000 enfants sont dépistés chaque année, donc tous les départements de la région PACA. Il y a la région Corse et également Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Et donc, on peut dire chaque année combien d'enfants sont atteints sur PACA et quels sont les centres de référence à organiser pour prendre en charge correctement tous ces enfants. Pour autant, des enjeux persistent. Tout d'abord, le maintien de l'exhaustivité du dépistage et les sorties précoces. Et là, pour ceux qui travaillent en maternité, il faut faire extrêmement attention parce qu'il peut y avoir un enfant qui sort à 24 heures, moins de 48 heures de vie, va être dépisté, va avoir un carton à domicile et souvent, il arrive tard, voire trop tard, et on verra avec les nouvelles maladies. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que 1er janvier 2023, donc non seulement on a fêté les 50 ans, mais une nouvelle ère du dépistage, puisque 7 autres maladies vont être dépistées. Donc, je n'ai pas le temps de vous dire, mais il y a des maladies énergétiques, des maladies également, ici vous voyez une maladie absolument horrible, qui est très rare, mais qui s'exprime par une atteinte et des noyaux gris vers l'âge de 9-10 mois, avec un polyhandicap majeur. Avec un dépistage, on voit que ce risque diminue de 90 à 10%. D'autres maladies aussi qui vont poser des problèmes aussi éthiques et de diagnostic parce que il y a des formes asymptomatiques. Enfin, l'homocystinurie aussi, là il est clair qu'il y a une amélioration très nette avec une diminution des accidents vasculaires qui font la gravité de cette maladie, et parfois le diagnostic est fait à ce moment-là, et puis surtout une disparition du retard psychomoteur. Enfin, la tyrosinémie qui donne des maladies très graves qui aboutissent à une greffe de foie. On a une diminution très nette du recours à la transplantation hépatique dans les pays qui pratiquent déjà le dépistage, avec 0% de greffe contre à l'heure actuelle en France 25 à 60% des cas. Voilà, et enfin le dernier cas, la leucinose, que tout pédiatre redoute, toute personne qui travaille en maternité, parce qu'en quelques jours, l'enfant va se retrouver en réanimation avec une hémofiltration, enfin des techniques extrêmement lourdes et un décès qui est souvent fréquent, et donc une prise en charge très rapide. Dernier point, parce que ça arrive et que certains ont dû écouter le Téléthon et que ça a été l'un des sujets du Téléthon, c'est depuis 2020, on a le droit d'accéder à des examens de caractéristiques génétiques de façon très précoce, et donc certaines maladies peuvent être diagnostiquées de cette façon.
avec donc plusieurs questions, des questions du domaine éthique qui se posent sur le fait qu'on n'a pas beaucoup de certitudes sur le long terme, qu'il y a le problème de coûts très élevés des médicaments, que le dépistage n'est pas simple à organiser et puis qu'on va modifier les standards de soins. Voilà ce que j'ai pu vous dire pendant cette période flash. Ce petit flash, je vais laisser maintenant la parole à Michel Habib. Je voulais juste vous dire que ça peut fonctionner parce que tous ceux qui travaillent dans l'atmosphère périnatale, et je pense bien sûr aux médecins, qu'ils soient pédiatres, généralistes, aux obstétriciens, mais également aux sages-femmes, aux puéricultrices, aux infirmières, et puis aux parents qui nous font confiance, même si quelques-uns refusent, la plupart nous font confiance. Et grâce à ça, il y a donc, je vous ai dit, 47 000 enfants qui ont évité une évolution très sévère, voire un décès. Donc, ce que je souhaite, c'est encore 50 ans, voire plus, aussi bon. Et simplement vous dire que là, on est à 13 maladies, qu'on va être très certainement dans les 5 ans à venir. Moi, je suis prête à parier qu'on sera à 20 ou 30 maladies et que vraiment, tout médecin doit être convaincu de l'importance du dépistage néonatal et doit bien connaître les évolutions et savoir où on en est pour pouvoir expliquer bien en amont de la naissance, donc à des jeunes ados, que ce soit des garçons, des filles, l'importance de ce dépistage et ce à quoi ça peut aboutir. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Brigitte. Vous pouvez poser des questions sur le chat. Voilà, maintenant nous allons passer la parole au docteur Michel Habib, neurologue, praticien hospitalier honoraire, qui va nous parler des 10, un sujet important qui a vu des avancées notable tant dans les connaissances scientifiques, le diagnostic, les troubles précoces et la prise en charge. Je vais lui laisser la parole. Quoi de neuf dans les 10, Michel Habib. Et vous pouvez poser des questions sur le chat. Il répondra à la fin. Bien, bonjour et vraiment, merci beaucoup aux confrères du Conseil départemental de l'Ordre de leur invitation qui me fait un grand honneur. Et également à tous les collègues qui se sont inscrits et auxquels j'espère pouvoir apporter des réponses aux nombreuses questions qu'ils se poseront sur ce sujet-là. Comme vous le savez certainement, de nouvelles nomenclatures internationales ont inclus la vaste problématique des TSLA dans le cadre des troubles du neurodéveloppement, TND, donnant à la problématique de ce que nous appelons en France les troubles 10 une dimension nouvelle de véritables questions de santé publique, au même titre que l'autisme ou les autres TND, avec cependant quelques particularités que je me propose de discuter avec vous ce soir. Alors voilà le plan que je compte suivre. Tout d'abord, après quelques notions générales sur la démographie et la nosographie, il est important de remettre en place les termes, la terminologie. Nous envisagerons la question très actuelle du parcours de soins de l'enfant 10 et de sa famille, tel que l'a défini la Haute Autorité de Santé dans des recommandations publiées en janvier 2018. Puis, de manière plus pratique, je tâcherai de tracer les grands traits de ce qui doit être le rôle du médecin praticien, en particulier de premier recours dans ces affections, avec une place particulière pour le TDAH, une question d'actualité que j'ai choisi de sortir du contexte des TSLA pour en dire un petit peu plus, parce qu'il y a quelques points nouveaux que je voulais souligner et que nous verrons ensemble. Puis nous envisagerons quelques considérations issues de données récentes de la recherche sur les mécanismes avec des implications thérapeutiques éventuelles que je vous proposerai. Enfin, pour conclure, et s'il me reste du temps, ça on verra, sinon ça pourra être abordé dans les questions-réponses, je pense, je tâcherai de dresser un tableau rapide de l'état actuel et des perspectives pour les troubles 10 dans notre région, sur l'offre de soins d'une part et l'offre de formation d'autre part. Je serai amené à évoquer la question très actuelle des PCO, des plateformes de coordination et d'orientation pour les TND, dont certains de vous ont certainement entendu parler,
et qui se sont déployés sur le territoire depuis 2 ans environ pour la tranche d'âge 0-6 ans. Et la nouveauté, c'est qu'elle commence à se déployer pour la tranche 7-12 ans qui vont nous intéresser particulièrement dans la problématique des TSLA, puisque c'est à cet âge-là que sont diagnostiqués les enfants. Alors tout d'abord, quelques généralités. Ce schéma, pour vous rappeler brièvement le cadre général des TND et les différents diagnostics qui le composent avec des terminologies officielles, celle du DSM-5, qui, à côté de la CIM-11, qui est la classification européenne, en a repris les principes généraux. Alors, d'emblée, il est important de distinguer dans ces différentes entités 2 groupes d'affections en fonction de leur âge de survenue. D'une part, celles qui sont diagnostiquées dans la petite enfance, les handicaps intellectuels et le trouble du spectre de l'autisme, dont les manifestations nous concerneront moins aujourd'hui, puisqu'elles ne font pas partie des troubles spécifiques d'apprentissage. Les dysphasies et les dyspraxies, qui sont présentes dès la petite enfance, mais peuvent ne se manifester que plus tard, et en tout cas ont des conséquences sur les apprentissages. Donc, elles, bien que survenant avant l'âge de 7 ans, nous intéresseront. Et d'autre part, les troubles ayant une réelle répercussion sur les apprentissages, qui se manifesteront donc surtout après l'entrée à l'école primaire, le TDAH, principalement dans sa forme à prédominance inattentive, celle qui a le plus de répercussions sur la scolarité, et les troubles spécifiques des apprentissages, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, eux-mêmes variablement associés aux autres TND. Alors, je vous propose une autre représentation des mêmes entités nosographiques avec comme avantage de reprendre la terminologie classique qu'on entend et qu'on pratique plus souvent que les nouvelles terminologies du DSM. Et je vais me permettre d'utiliser les anciens termes que sont dyslexie, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie, etc. Alors, tout d'abord, les troubles spécifiques, ici dans le carré rose, vous voyez, c'est les troubles de la lecture, du calcul et de l'écriture qui, d'après le DSM, entrent dans le cadre de ce qu'on appelle les troubles spécifiques d'apprentissage et représentent 7 à 15% de la population. Puis les autres troubles 10 qui sont dans le carré vert, dysphasie, dyspraxie et TDAH, 5 à 8%. Et enfin, l'autisme et la déficience intellectuelle, qui complète finalement le cadre des troubles du neurodéveloppement. Alors vous voyez cette représentation en poupée russe qui est intéressante parce qu'elle montre bien le grand rectangle bleu qui est l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Le rectangle moyen, le vert, c'est ce qu'on appelle les troubles 10 dans notre jargon local, puisqu'on est à peu près les seuls en France à utiliser ce terme. Je veux dire, la francophonie est la seule à utiliser le terme de trouble 10. Et enfin, les plus fréquents, donc, que sont les troubles spécifiques d'apprentissage, ceux sur lesquels on va surtout s'appesantir, qui sont souvent appelés TSLA dans notre jargon courant. Donc vous voyez cette inclusion des troubles d'apprentissage dans les troubles 10 et des troubles 10 dans les troubles de neurodéveloppement, qui permet d'avoir les idées assez claires sur cette terminologie un peu complexe, il faut avouer. Alors, on va nous focaliser plus particulièrement sur les TSLA pendant les diapositives qui arrivent. D'abord pour rappeler qu'on peut considérer en pratique, pour se faire une idée approximative de la probabilité d'avoir un cas dans son entourage ou dans sa clientèle, on peut considérer qu'un enfant sur 10 environ est concerné, ce qui en fait une affection parmi les plus fréquentes de la pédiatrie et de la neurologie. Un fait bien établi et universel, c'est la prédominance de garçons, 2 à 4 pour une fille, selon le diagnostic considéré. Écart plus important pour le TDAH, moins important pour les troubles du langage et la dyslexie. Alors sur ce diagramme, j'ai reporté à titre indicatif quelques résultats d'une étude que nous menons actuellement, rétrospective, sur plus de 8000 dossiers d'enfants qui ont été adressés à notre réseau de santé, réseau 10, de 2011 à 2021. Donc c'est 10 ans de statistiques, si vous voulez. Alors certes, ce n'est qu'une indication imparfaite de l'incidence de chacune des conditions, mais cette répartition me semble probablement assez proche de l'incidence réelle dans la population.
et donc de celles que vous pouvez voir en cabinet. Je précise que notre réseau a une limite inférieure d'âge de 6 ans, de sorte que cette répartition ne reflète en rien ce qui pourrait être le cas avant 6 ans. Donc vous voyez une moyenne d'âge de 8 ans, 6 mois. C'est la moyenne d'âge habituellement d'enfants qui sont adressés à un réseau de santé de niveau 2. Et on va voir la définition du niveau 2, c'est essentiellement quand les premières mesures mises en place sont avérées insuffisantes. Donc il faut avoir un certain recul d'un an ou deux pour pouvoir en décider, ce qui explique la moyenne d'âge. Alors, comme on le voit, le diagnostic de loin le plus représenté est, sans surprise, la dyslexie, qui est présente dans plus de 50% des dossiers, ce qui n'est pas étonnant, car la dyslexie est de loin le plus fréquent de l'ensemble des TND. Assez loin derrière, on a les diagnostics de dyspraxie et également de TDA et TDAH. Vous voyez, ça c'est intéressant que le TDA est plus fréquent, 2 fois plus fréquent que le TDAH, c'est-à-dire la forme de TDAH sans hyperactivité est celle d'ailleurs qui a le plus de retentissement sur les apprentissages scolaires, certainement plus que la forme avec hyperactivité qui, elle, est souvent d'ailleurs dépistée plus tôt dès la maternelle. Enfin, ce qu'on a appelé les diagnostics psychiatriques sont moins nombreux dans cette cohorte. La déficience intellectuelle est représentée par à peu près 1,65% des dossiers, c'est-à-dire moins que la moyenne attendue, mais ça non plus, ce n'est pas très étonnant. Alors, je vous montre ici, à titre de comparaison, une grande cohorte américaine relativement récente et qui montre un petit peu les mêmes proportions, en tout cas, des différents diagnostics, avec dans la tranche d'âge 3-5 ans, une prédominance de l'autisme et de déficience intellectuelle, et dans la tranche 6-11 ans, une nette prédominance du TDAH et des troubles d'apprentissage. Alors, on est sur une très grande cohorte. Sur une cohorte plus petite, mais française, il m'a semblé intéressant de vous la présenter parce qu'il s'agit d'une statistique récente de cette année, obtenue par des collègues d'une plateforme, d'une PCO TND de Bretagne, de Côte d'Armor, qui a eu la particularité de commencer d'emblée avec une tranche d'âge de 0 à 12 ans. Donc on peut vraiment comparer dans cette cohorte-là l'incidence de chacune des conditions pathologiques entre 0 et 6 ans et sur la plateforme 7-12 ans. Et vous voyez que c'est très différent. La répartition est vraiment très différente. Voilà, vous voyez, entre 0 et 6 ans, on a 18% de troubles du spectre de l'autisme et 21% de troubles du langage oral, troubles du développement du langage, 35% de TDAH, donc autisme TDAH, et seulement 7% de TSLA, de troubles d'apprentissage. À l'inverse, dans la cohorte, dans la partie 7-12 ans, c'est un peu l'inverse. On a seulement 2% d'autistes, encore 34%, presque autant, mais probablement, comme je le disais, des formes inattentives plus que des formes mixtes ou hyperactives de TDAH. Et puis, sans surprise encore, une grande majorité de TSLA, ce qui fait qu'entre TDAH et TSLA, on va avoir presque les 3/4 des enfants qui entrent en PCO 7-12 ans qui ont ces deux diagnostics. Et vous voyez donc que, contrairement à ce que peuvent attendre les PCO actuellement, qui sont très habitués à la tranche d'âge 0-6 ans, ça va être tout à fait différent pour eux en termes de recrutement dès qu'on va passer aux 7-12 ans. Alors, comme le savent bien tous ceux qui ont l'habitude de rencontrer ces jeunes patients, une des caractéristiques clés de la répartition de ces diagnostics au sein des TND, c'est leur très fort taux d'association réciproque, ce qu'on appelle la comorbidité, et ce qui a justifié du reste la métaphore de constellation des 10 qui est maintenant largement utilisée en France. Alors par exemple, vous voyez, entre dyslexie et dyscalculie, il y a 40% de coexistence, de comorbidité. Entre dyspraxie et TDAH, 50%, dyslexie et TDAH, 40%, etc.
Donc ces chiffres varient selon les séries, mais dans l'ensemble, ils traduisent un fait bien établi, c'est que toutes ces conditions ont une tendance notable à survenir de manière conjointe, de manière concomitante chez un même individu. Et c'est un point important à retenir, c'est qu'elle va déterminer l'importance de l'impact fonctionnel du trouble, à savoir que les conséquences sur la vie familiale, sociale et scolaire seront d'autant plus importantes quand on a plusieurs diagnostics associés chez les mêmes individus. Et donc la notion de comorbidité va déterminer finalement le degré de handicap du trouble dans la vie quotidienne. Et c'est un élément important pour les médecins, par exemple, qui doivent remplir un certificat pour la MDPH, de mettre en exergue cette notion de comorbidité pour que les médecins de la MDPH qui vont lire le dossier puissent avoir une réelle vision du degré de sévérité et donc de handicap et éventuellement d'accorder les mesures qui s'imposent. Donc complexité, sévérité, degré de handicap, c'est la conséquence directe de cette comorbidité. Donc pour le moment, on se contentera de remarquer que les TSLA sont, en tant que TND, puisque ce sont des troubles du neurodéveloppement, des entités nosographiques à part entière, elles ont leur place dans le DSM, qu'ils reconnaissent une origine génétique largement prédominante, on va y revenir sans entrer trop dans les détails, mais on va l'évoquer à nouveau, et qu'ils sont caractérisés par le dysfonctionnement de certaines zones fonctionnelles du cerveau, d'où le terme de neurodéveloppement, de troubles du neurodéveloppement. Alors on voit ici par exemple pour le cas particulier de la dyslexie, on sait maintenant de façon convergente que au moins 3 zones qui sont colorées ici sont sous-activées sur le cerveau des enfants et des adultes dyslexiques, et également qu'au moins 2 circuits de connexion de substances blanches sont moins bien organisés, sont moins bien stratifiés chez ces personnes-là par rapport à des personnes non dyslexiques. Voilà. C'est l'exemple de la dyslexie, finalement, il va revenir régulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est le plus fréquent, c'est aussi celui qui a été le plus étudié du point de vue neurobiologique, et que finalement, on va voir qu'il pourrait peut-être nous servir de modèle pour comprendre les autres TND. C'est un peu le message de ce que je vais essayer de vous montrer à partir de maintenant. Alors avant cela, on va parler un peu très pratique du parcours de soins de l'enfant 10 et faire référence à ce texte de la HAS qui est le guide « Comment améliorer le parcours de santé d'un enfant avec troubles spécifiques du langage et des apprentissages » TSLA, qui est sorti en janvier 2018. En vous commentant les principales recommandations de ce texte. Une des contributions majeures de cette étude, de ce guide, c'est la présentation comme postulat de base de toute la stratégie finalement, de la présentation de ce parcours en 3 niveaux superposés. Un niveau 1 qui concerne les patients qui ont la symptomatologie la plus simple et avec un diagnostic clair et spécifique, et donc qui va relever de mesures simples, c'est-à-dire le médecin de l'enfant en lien avec le médecin scolaire et habituellement l'orthophoniste, et évidemment avec l'enseignant. Un niveau très complexe en bas, c'est la situation de niveau 3 qui relève des centres de référence du CRTLA, ici qu'on appelle le CERTA. Et puis, entre les deux, finalement, la situation qui est la plus complexe, parce qu'elle est abondante et qu'elle a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, je dirais, c'est le niveau 2, qui est caractérisé finalement par l'échec d'une première approche de niveau 1 et la nécessité que cela impose de se référer à une équipe pluridisciplinaire et de coordination de cette équipe pluridisciplinaire. Et c'est là qu'apparaît la nécessité de médecins de niveau 2 qui auront pour rôle justement de réaliser cette coordination des différents professionnels et surtout la synthèse des rapports de ces différents professionnels pour en faire des recommandations auprès du médecin de premier recours et éventuellement aussi de l'école. Alors donc, quand il va s'agir du médecin praticien face au TSLA, on aura 2 médecins qui sont impliqués,
Le médecin de niveau 1, c'est le généraliste, le pédiatre, et c'est celui qui est à proximité du patient et qui doit avoir un certain nombre de connaissances pour pouvoir aborder ce premier niveau. Hein. Et puis le médecin de niveau 2, on en parlera moins parce que lui c'est un médecin, on va dire spécialiste, hein, qui peut être un pédiatre, un neuropédiatre, un pédopsychiatre, un médecin de MPR ou un neurologue, qui a reçu une formation spécifique avec probablement le plus souvent un DU ou un DIU et qui a une expérience d'au moins 2 ans de pratique des troubles d'apprentissage. Dans tous les cas, le médecin a maintenant, grâce à ce guide de la HAS, un rôle affirmé et bien défini. Alors, je ne vais pas beaucoup le détailler, si ce n'est pour vous rappeler que dans ce guide auquel je vous incite à vous y référer, parce qu'il est très riche et plein d'informations, le rôle du médecin de l'enfant intervenant dans le premier niveau est détaillé de façon très claire et très informative. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Vous pouvez retrouver ces recommandations qui sont données dans le document. Et dans le document de la HAS, il y a également des fiches pratiques très intéressantes qui résument efficacement la conduite à tenir dans chaque circonstance et pour chaque tranche d'âge. Donc vous pouvez vous y référer, je ne vais pas détailler ça plus avant. Juste pour passer également au second niveau, pour dire que, comme je vous l'ai dit, le second niveau s'adresse à des situations complexes qui nécessitent une coordination. C'est les 2 termes clés, hein, complexité et coordination. Une synthèse, une coordination faisant intervenir plusieurs professionnels, des situations avec des difficultés diagnostiques, des comorbidités multiples, y compris émotionnelles et comportementales, et une réponse insuffisante à la prise en charge de première intention. Et ça, c'est vraiment l'élément clé du passage du niveau 1 au niveau 2, c'est quand tout ce qui a été mis en œuvre en niveau 1 s'est avéré insuffisant, on va passer au niveau 2. Et ça, c'est une vraie différence avec ce qui va se passer entre les PCO 0,6 ans et 7-12 ans, parce que dans les PCO 0,6 ans, la consigne clé, c'est précocité du diagnostic. Ici, pour les 7-12 ans, on ne peut pas raisonner de la même manière, puisqu'il va falloir attendre d'avoir observé une réaction à une première mise en œuvre avant de pouvoir dire que l'enfant relève d'une équipe pluridisciplinaire. Okay. Alors, l'examen médical dans les TSLA, je vous propose d'examiner ensemble les grandes lignes de cet examen médical, en commençant par la définition qu'en donne le guide de la HAS. Il évalue l'enfant selon une base commune, cognitive, neurodéveloppementale. 2 points. Les conceptions actuelles des TSLA au niveau international se fondent sur un modèle neuropsychologique et font l'hypothèse forte d'un trouble neurodéveloppemental, on revient au terme neurodéveloppement, à fondement biologique. Vous voyez, le guide de la HAS appuie fortement sur le côté biologique. Alors peut-être un peu trop, parce qu'on va voir qu'il n'y a pas que des éléments biologiques. Alors l'anamnèse est certainement l'étape cruciale du diagnostic pour les enfants de cette tranche d'âge et pour les enfants qui sont suspects TSLA. Elle va préciser le mode d'entrée dans les apprentissages, retrace les étapes initiales du développement moteur et langage, et permet d'orienter la hiérarchie des interventions. Donc, on peut dire qu'elle permet 3 niveaux de diagnostic, déjà, rien qu'avec l'anamnèse. Elle peut présumer, on va dire, avec une bonne chance d'être dans la bonne voie, un diagnostic nosographique, un diagnostic étiologique et même un diagnostic fonctionnel. Et ça va être les 3 rôles, finalement, du médecin, pas de poser de façon définitive ces 3 diagnostics, mais de se faire une idée de ce que peuvent être ces 3 diagnostics. Alors, dans cette anamnèse, il y a des antécédents, les facteurs de risque, antécédents familiaux, antécédents médicaux, souffrance néonatale, épilepsie, traumatisme crânien, atteinte infectieuse neurologique, maladie génétique, les facteurs de risque, prématurité, prise de toxiques pendant la grossesse, etc., infection ORL récidivante, otite séreuse et décalage simple de développement. Alors là, je vous montre à nouveau les statistiques de notre cohorte de plusieurs milliers d'enfants. Et là, il y a des petites surprises. Alors, encore une fois, avec toutes les réserves que l'on peut attribuer à une cohorte qui est
limitée en âge à partir de 6 ans et qui est finalement que du niveau 2. On ne sait pas ce que ça évoque vraiment, si c'est très représentatif de la population générale de ces pathologies. Mais il me semble intéressant de regarder un petit peu ça. Alors déjà, vous voyez que la latéralité manuelle, plus de gaucher et d'ambidextre dans la population générale. Alors, notre population, c'est en bleu et la population de référence est en rouge. La grosse différence entre l'effet le plus important, c'est la présence d'antécédents familiaux. On est de loin, vous voyez, au-dessus de tous les autres facteurs. C'est-à-dire que probablement le facteur génétique est le facteur clé principal à l'origine des pathologies qui sont sous-entendues ici. Et en revanche, et de façon assez surprenante, tous les facteurs de périnataux, de grossesse pathologique, d'accouchement pathologique, de suspicion d'anoxie, ne sont pas significativement plus représentés que dans la population générale, y compris la prématurité de plus de 3 semaines, avec, vous voyez, un pourcentage de prématurité de 8,5%, alors que, d'après ce que j'ai pu lire dans la littérature, dans une population équivalente, on est dans la population ordinaire à 7,6% de prématurés. Vous voyez qu'on n'est pas significativement différent. Et ça, c'est une surprise. Parce qu'effectivement, quand on regarde une population de prématurés, on a l'impression qu'il y a un fort pourcentage qui va avoir des troubles cognitifs quand ils arriveront en âge d'apprentissage scolaire. Mais c'est lorsqu'on part du point de vue du pédiatre qui voit beaucoup de prématurés. À l'inverse, quand on regarde simplement l'arrivée non sélectionnée d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage, on se aperçoit que la prématurité n'est pas, ou est peu, un facteur de risque de ces troubles-là, à l'opposé du facteur génétique qui, lui, est beaucoup plus important. Alors, un autre élément, c'est le sexe ratio, on en a déjà parlé. On a plus de garçons que de filles, et vous voyez, selon les pathologies, ça va de 3 à 1 à 4 à 1, 4 pour 1, selon les pathologies concernées. Alors, la démarche, par la suite, du médecin de premier recours, face à des difficultés d'apprentissage, on va essayer de la détailler un petit peu plus. Donc, d'abord, recueillir la plainte par les questionnaires, on l'a vu, par l'anamnèse, poser des questions spécifiques pour orienter le diagnostic. Et ça, c'est très important. Je veux dire qu'une fois qu'on a lu la réponse à des questionnaires, souvent, on a besoin de reposer les questions. Et c'est à partir de cette période, de cette étape de reposer des questions qu'on va avoir beaucoup d'informations nouvelles. Suggérer un diagnostic en ayant à l'esprit leur fréquence relative, dyslexie la plus fréquente, dysgraphie, dyspraxie, TDAH, dyscalculie, et évidemment la notion de comorbidité, d'association, qui est elle-même très fréquente. Et proposer des explorations spécifiques médicaux. Alors, sur ces diapositives, je vais vous résumer les principales situations cliniques en partant de la plainte de base. Docteur, mon enfant, ça ne va pas à l'école. Okay ? Et à partir de là, l'interrogatoire va nous guider pour nous faire préciser la nature du ou des troubles. En premier lieu, il n'entre pas dans la lecture. Donc là, on a des questions supplémentaires à lui poser. Ne reconnaît pas le nom de toutes les lettres, n'est pas à l'aise avec les digrammes, ce qu'on appelle ON1, ne reconnaît pas les mots usuels visuellement. Si c'est au tout début du CP, ça n'a pas beaucoup de sens, mais si c'est à la fin du CP et à plus forte raison au début du CE1, là, ça commence à avoir de la signification. On va supposer, on va faire l'hypothèse d'un diagnostic de dyslexie. Autre situation, il a encore des difficultés à s'exprimer. Je dis encore parce qu'il en avait déjà en maternelle, probablement. Parfois, il en a eu, mais ça a diminué. Mais il a encore d'autres difficultés qui peuvent apparaître. D'abord, il faut être sûr que c'est bien un problème de langage et que ce n'est pas un problème d'attention. On va lui demander s'il n'écoute pas, s'il s'énerve, s'il est souvent dans la lune. Et en fait, une partie d'entre eux vont mériter le terme de dysphasie, où ils ont des problèmes soit expressifs, ils ne trouvent pas leurs mots, ils n'organisent pas bien leurs phrases, soit réceptifs, ils ne comprennent pas bien le langage d'autrui, ce qui va évidemment avoir des répercussions dans les apprentissages scolaires. Autre possibilité, les maths, c'est difficile pour lui. Et ça, c'est la dyscalculie. On a vu 40% des dyslexiques sont aussi dyscalculiques.
Et il y a des dyscalculiques qui ne sont pas dyslexiques. Ceux-là, ils passent souvent un peu inaperçus parce que finalement, les difficultés en calcul, ça n'apparaît pas comme quelque chose de très important au niveau scolaire. Or, c'est très problématique parce que les enfants ont souvent une estime de soi très basse lorsqu'ils sont dyscalculiques parce qu'ils font l'amalgame entre être mauvais en calcul et être bête, être débile. Les enfants dyscalculiques se croient systématiquement débiles. Et quand on les interroge, on se rend compte que... Et ça peut retentir sur l'ensemble de leurs autres apprentissages. C'est donc important de pouvoir en faire le diagnostic. La dyspraxie, la dysgraphie, cette difficulté de coordination des gestes, il écrit mal, il peine avec les outils scolaires, il est maladroit de manière générale dans l'espace, dans l'organisation, à l'école en EPS en particulier. Et on va lui poser quelques questions très spécifiques qui sont très évocatrices. Est-ce qu'il a des difficultés, est-ce qu'il a eu des difficultés à apprendre à faire du vélo, à apprendre à faire ses lacets? Est-ce qu'il est meilleur en langage qu'en motricité? Est-ce qu'il est lent, surtout dans l'écriture? Comment ça se passe dans les autres activités, les jeux de balle, les activités extrascolaires? Mais surtout, la notion d'automatisation, c'est le point important pour la dyspraxie. C'est-à-dire qu'un enfant a pu arriver à faire du vélo, mais s'il lui a fallu 2 ans pour y arriver, alors que ses frères et sœurs ils sont parvenus en 15 jours, c'est très suspect d'un problème de dyspraxie. C'est donc la difficulté à automatiser. Et une fois qu'il a acquis, il sait faire du vélo, il n'y a aucun problème. Si vous lui demandez simplement « est-ce que tu sais faire du vélo ?», vous n'aurez pas d'information. Si vous demandez à ses parents combien de temps il lui a fallu pour apprendre à faire du vélo, là vous aurez l'information cruciale pour le diagnostic de dyspraxie. Il est inattentif, agité, impulsif. Alors là, évidemment, si c'est agité, impulsif, en général, on a déjà le diagnostic de TDAH depuis la maternelle. Si c'est uniquement inattentif, on se retrouve dans le cas de figure de la forme inattentive pure de TDAH, qui est beaucoup plus difficile à diagnostiquer et qui a pu passer totalement inaperçu pendant toute la maternelle et n'apparaître qu'au moment des apprentissages primordiaux au CP et au CE1. Et là, ça va venir, par exemple, très souvent, compliquer la tâche de l'enfant et des rééducateurs s'il y a une association de dyslexie et de TDAH, parce que le trouble d'attention, s'il n'a pas été décelé, il va aggraver la problématique et on ne va pas comprendre pourquoi. Et très souvent, parmi les enfants qui sont adressés en niveau 2 après 1 ou 2 ans de traitement orthophonique pour une dyslexie, on va découvrir à ce moment-là qu'ils avaient en fait un trouble de l'attention, mais qui n'avait pas été diagnostiqué parce qu'on n'avait pas fait les tests adéquats. Et là, on va voir, c'est le neuropsychologue qui permet de faire ça. Une dernière situation, il n'est pas comme les autres. Docteur, il n'est pas comme les autres. Alors ça relève plus du pédopsychiatre. Des pleurs, un repli sur soi, pas d'amis, essaie mais ne réussit pas à s'intégrer dans le groupe, ne cherche pas le contact du regard, ne comprend pas les métaphores, a des difficultés à comprendre l'humour par exemple. Là, on est évidemment dans une suspicion de trouble du spectre autistique et donc on va aller vers ça. Et je pense que le médecin de niveau 1, avec ces quelques informations, peut déjà se faire une orientation, une suspicion de chacun de ces principaux diagnostics. Alors une fois que le diagnostic a été pensé ou proposé ou suggéré, on va dire, il va falloir demander des examens complémentaires et particulièrement faire appel à des professionnels paramédicaux que sont l'orthophoniste, ici, pour la dyslexie, la dysphasie, la dyscalculie. Je ne sais pas si tout le monde... Voilà. Le psychologue et le neuropsychologue pour le TSA et le TDAH, et puis le psychomote, l'ergothérapeute et le neuropsychologue pour dysgraphie, dyspraxie et TDAH. Vous voyez, on a en gros 3 groupes de pathologies qui nous amènent à faire appel à 3 groupes de professionnels paramédicaux. Alors, les autres examens complémentaires, est-ce qu'on en a besoin? Dans ce contexte-là, très rarement. L'imagerie cérébrale, on le fait pratiquement jamais, sauf en cas de signes d'appel clinique, d'anomalies à l'examen neurologique ou des troubles sévères de la coordination, et encore. Un électroencéphalogramme de veille et de sommeil peut avoir un intérêt diagnostique et thérapeutique dans certains cas de troubles du langage oral. L'analyse génétique en collaboration avec un généticien clinicien, lorsqu'on a des difficultés à reconnaître une dysmorphie, mais là on est vraiment dans un cas de figure
très rare dans une expérience, je peux vous dire, de 20 ans de consultation de TSLA. J'ai fait appel 2 fois à un généticien. L'avis d'un pédopsychiatre, lui, par contre, c'est plus fréquent, évidemment. Non seulement pour éventuellement diagnostiquer un TSA associé, parce qu'on a vu que c'est une possibilité, mais aussi et surtout pour traiter un état anxieux surajouté dans beaucoup de ces syndromes et dans certains cas, la participation du pédopsychiatre va être cruciale pour faire avancer la rééducation. Alors, je vous ai mis un aparté sur le cas particulier du TDAH parce qu'il y a quelques nouveautés qui me semblent intéressantes à signaler, en particulier en termes de prescription des médicaments. Et je pense que certaines des personnes qui assistent à cette conférence sont intéressées par ces nouveautés-là, qui vont toutes les deux, il y a 2 nouveautés principales, qui vont toutes les deux dans le sens d'un élargissement des prescriptions, on va le voir, ce qui n'est pas une mauvaise chose dans l'état actuel des choses. Alors d'abord l'incidence en France, classiquement on dit 3,5%, on va dire que c'est une sous-estimation. Ce qui est intéressant ici, c'est la proportion des formes inattentives pures, vous voyez ici, et hyperactives et mixtes. C'est à peu près 50-50. Ça veut dire que parmi les enfants qui ont un tableau et un diagnostic de TDAH, vous en avez la moitié qui n'ont pas de manifestation d'hyperactivité, qui sont seulement inattentifs, 50%. Alors, il y a un texte de la HAS que je vous montre ici de décembre 2014 qui commence à dater un petit peu, mais qui est très intéressant parce qu'il définit la conduite à tenir en médecine de premier recours devant un enfant ou un adolescent susceptible d'avoir un trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, je vous laisse vous y référer. Il y a une très bonne description clinique et des recommandations pour le diagnostic initial et le rôle du médecin de premier recours. Alors juste pour rappeler qu'il y a les 3 symptômes du TDAH, le déficit d'attention, 50%, l'impulsivité et l'hyperactivité, 50%. L'impulsivité étant probablement le symptôme le plus spécifique. L'impulsivité, c'est quoi? C'est l'enfant qui ne peut pas s'empêcher de réagir alors qu'il sait qu'il ne faut pas. Par exemple, prendre la parole alors que ce n'est pas son tour de parole. Par exemple, interrompre des adultes qui parlent entre eux. Il sait qu'il ne faut pas, il nous dit je sais qu'il ne faut pas que je le fasse. C'est pas comme on pourrait le penser, un enfant mal élevé qui n'a pas été éduqué de façon correcte. Il a été tout à fait bien éduqué. Et d'ailleurs, on voit que ses frères et sœurs qui ne sont pas TDAH n'ont pas du tout ce problème-là. Mais lui, il nous dit je ne sais pas, docteur, je ne peux pas m'empêcher de. C'est plus fort que moi. Il faut que je parle, il faut que j'interrompe quand je pense que j'ai quelque chose à dire. Voilà. Ça, c'est l'impulsivité. Et c'est probablement parmi les 3 symptômes celui qui est le plus caractéristique. Par exemple, on sait que l'anxiété peut très bien mimer complètement un TDAH avec l'agitation, le trouble de l'attention. Mais l'impulsivité, elle ne sera pas aussi nette que dans un vrai TDAH. Alors, la souffrance qui affecte le quotidien, le TDAH, peut engendrer une souffrance et avoir un impact négatif sur le quotidien de l'enfant ou de l'adolescent. Si cette souffrance affecte chaque moment du quotidien et persiste dans le temps, alors une prise en charge est nécessaire. C'est un peu l'élément sur lequel on va se baser pour mettre en route un traitement, qu'il soit médicamenteux ou non. C'est l'impact du trouble sur la vie quotidienne, à savoir un trouble qui est tout le temps et partout. D'accord ? Donc tous les moments et tous les endroits. Ça, c'est vraiment un élément qui est en faveur. Alors, dans le temps, l'évolution dans le temps du TDAH, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, c'est quelque chose qui est bien connu, avec, on dit, à peu près la moitié des enfants qui restent TDAH à l'âge adulte. En d'autres termes, 50% de moins de TDAH adulte que de TDAH enfant. Okay ? Alors, on voit les différents symptômes, l'hyperactivité en préscolaire et au primaire. L'impulsivité se surajoute à l'hyperactivité à l'adolescence, alors que l'hyperactivité va diminuer. Par contre, l'inattention, elle, vous voyez, elle est continue pendant toute l'enfance et même jusqu'à l'âge adulte. Alors, il y a des études qui ont vraiment étudié de près la différence entre les tableaux de TDAH enfant et de TDAH adulte. Disons que l'inattention, elle, c'est le plus constant, ça reste jusqu'à l'âge adulte.
L'hyperactivité, elle a vraiment tendance à céder, elle va se transformer en une impatience motrice, on va dire. Et l'impulsivité peut être retrouvée de façon souvent plus masquée chez l'adulte. Par contre, chez l'adulte, ce qu'on va trouver en plus qu'on n'a pas chez l'enfant, c'est la désorganisation, c'est-à-dire que les adultes sont très facilement désorganisés dans leurs activités quotidiennes, avec un impact possible très préjudiciable dans leurs activités sociales et leur métier. Ça, c'est vraiment ce qui gêne le plus les adultes. Et c'est presque sur cette désorganisation qu'on va décider ou pas de traiter un adulte, parce qu'on va voir maintenant qu'une des deux nouveautés en termes de traitement, c'est qu'on peut traiter les adultes. La première nouveauté, c'est suite à cette commission de la transparence qui date de mars 2021, qui a constaté que les conditions de prescription actuelles du méthylphénidate étaient trop restrictives. En particulier, vous savez que le méthylphénidate ne pouvait être prescrit que par 3 types de spécialistes et uniquement les spécialistes hospitaliers, neurologues, psychiatres et pédiatres. Depuis lors, l'Agence nationale du médicament a publié, donc ça c'est en septembre 2021, une information autorisant une nouvelle modalité de prescription, c'est-à-dire que tous les spécialistes des 3 mêmes spécialités, qu'ils soient ou non hospitaliers, peuvent à présent prescrire ce médicament. Alors ça augmente de façon considérable le nombre de prescripteurs possibles. Pour le moment, ça n'a pas eu probablement un effet visible, on n'a pas encore de statistiques, mais très probablement les nombres de prescriptions vont être plus importantes. Alors les spécialités sont le Concerta, le Medikinet, le Quasim, la Ritaline et un générique Mylan, qui tous ne diffèrent entre eux que par le comportement de la molécule dans l'organisme. Sinon, c'est tous la même molécule, c'est le méthylphénidate. Et donc, c'est un peu un défaut du système français, où on n'a qu'un seul médicament disponible, alors que dans la majorité des autres pays occidentaux, il y a plusieurs autres médicaments qui permettent d'avoir une alternative au cas où le méthylphénidate serait mal toléré. En particulier, il y a une molécule qui s'appelle le Strattera, qu'on peut prescrire ici en France, mais alors dans des conditions tout à fait restrictives, avec une ATU, une prescription sur le site E-Saturne. Enfin, c'est la croix et la bannière pour le prescrire, et donc c'est très dissuasif. En gros, on n'a qu'un médicament, le méthylphénidate, avec différentes formes qui diffèrent très peu entre elles. Alors tout récemment, il y a une autre avancée dans la prescription. Alors, je vous ai mis le Strattera ici. Voilà. Le Strattera, c'est ça. Donc Strattera, oubliez-le, vous ne pourrez pas le prescrire de toute façon, de façon facile. Une autre avancée dans la prescription de méthylphénidate, c'est que, alors que jusqu'à présent elle était réservée à l'enfant porteur de TDAH, maintenant ça a été élargi à l'adulte TDAH. Et donc depuis quelques mois, progressivement, ça a été d'abord la Ritaline, puis le Medikinet, et le Concerta et le Quasim, qui sont maintenant tous les spécialistes, qui soient, alors si c'est les adultes, ça va être soit le psychiatre, soit le neurologue maintenant, pas le pédiatre, mais les psychiatres et les neurologues d'exercice libéral, comme hospitaliers, peuvent prescrire ce médicament à des adultes, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Je parle de TDAH adulte, parce qu'il y avait des indications autres que le TDAH qui étaient très, très rares. Enfin, je vous indique ainsi les dernières statistiques disponibles quant à la quantité de comprimés prescrits par 1000 habitants dans différents pays européens. Et vous voyez que nous, on est particulièrement mauvais ou particulièrement bon, selon que on préfère éviter de traiter. Mais bon, il faut dire que si on considère que le fait d'être peu prescripteur est une bonne attitude, je pense que c'est une position qui est idéologiquement un peu dangereuse à l'heure actuelle. Alors, je vais essayer maintenant en quelques minutes de vous résumer les principales avancées qui ont été réalisées par la recherche en neurosciences dans ces domaines des troubles 10. Alors, je vous avais montré ce schéma, celui de la comorbidité, dans la constellation des 10. Le fait que ces troubles aient tendance à survenir de façon conjointe est une forte indication et pour aller chercher une piste
de mécanismes communs entre elles. Et en recherchant un mécanisme commun, on peut avoir de nouvelles pistes pour comprendre les causes et les éthiopathogénies de ces troubles. Alors, dans cette recherche de mécanismes communs, les progrès de l'imagerie cérébrale ont permis des avancées considérables ces dernières années, en particulier grâce aux techniques d'imagerie morphologique et tout particulièrement ce qu'on appelle l'imagerie de diffusion. Vous voyez ici ces images très colorées qui montrent non pas le cortex cérébral, je vous ai montré tout à l'heure les parties du cortex qui ne sont pas bien activées chez le dyslexique. Ici, ce n'est pas le cortex, c'est uniquement les fibres de substance blanche profondes dans le cerveau qui unissent précisément ces zones de cortex. Vous voyez, c'est comme des câbles électriques qui unissent des zones fonctionnelles et les structures elles-mêmes, celles qu'on voit ici, sont totalement inertes du point de vue fonctionnel. En revanche, elles transmettent de l'information d'une partie à l'autre du cerveau et c'est là qu'il y a eu le plus de progrès. Et en particulier dans la dyslexie, il a été montré de manière répétée et convaincante qu'un faisceau qui s'appelle le faisceau arqué, qui unit, vous le voyez, si vous vous rappelez les notions d'anatomie du cerveau, dans l'hémisphère gauche, l'aire de Broca, qui est dans le lobe frontal, à l'aire de Wernicke, qui est dans le lobe temporal. Ce faisceau arqué, c'est donc de la substance blanche, c'est un câble de substance blanche dans la profondeur du cerveau. Il est très significativement altéré, modifié chez les dyslexiques par rapport à des non-dyslexiques, qu'ils soient enfants ou adultes. Et qui plus est, on a pu montrer que cette anomalie, cette particularité, était déjà présente à 4 et 5 ans, c'est-à-dire avant l'apprentissage de la lecture. Donc ce n'est pas le défaut de la lecture qui entraîne la modification cérébrale, c'est bien la modification cérébrale qui est à l'origine du défaut de lecture. Okay. En revanche, il a été montré également qu'une rééducation bien menée et efficace va restructurer et remodeler la structure qui était à l'origine défectueuse. Okay. Donc à la fois on a une probable preuve qu'il s'agit d'un marqueur génétique de la dyslexie et à la fois cette anomalie peut être modifiable par des influences extérieures et en particulier une rééducation. Alors voilà pour la dyslexie, mais les autres troubles 10 également. Dans la dyscalculie, il a été montré que certains faisceaux de connexion entre les régions pariétales et occipitales ne sont pas bien structurés. Dans la dysgraphie, des faisceaux entre les régions frontales et sous-corticales. Dans le TDAH également, dans la dysphasie et également dans l'autisme, où un certain nombre de travaux, maintenant assez conséquents, ont montré de façon convaincante des problèmes de connectivité entre différentes zones, justement par le fait que les connexions de substances blanches sont mal structurées ou probablement à la base mal constituées. En particulier les zones qui unissent, les fibres qui unissent les zones visuelles et auditives avec les zones limbiques, c'est celles qui contiennent les fonctions émotionnelles. Alors ainsi, on peut imaginer une forme de dysfonction générale des TND qui est la suivante. Pour pouvoir communiquer entre elles, les différentes régions du cerveau ont besoin d'ajuster, de synchroniser le rythme de leurs oscillations. On sait que le cortex cérébral est animé d'oscillations électriques. Tout se passe exactement comme lors du jumelage de deux appareils électroniques. Tant que les deux processeurs ne sont pas mis en phase, ils ne peuvent communiquer entre eux. C'est ce qui se passerait dans le cerveau des enfants 10. À cause de la mise en place déficiente de leur connexion réciproque, les régions impliquées dans un apprentissage ou une fonction cognitive, alors typiquement pour la lecture, c'est mettre en relation les zones visuelles de la perception visuelle et les zones motrices de l'aire de Broca qui sous-tendent la phonologie. Donc on a vu ce fameux faisceau arqué qui relie les deux. Donc les régions impliquées dans un apprentissage ne parviendraient pas à se synchroniser entre elles, provoquant le trouble dans un apprentissage donné. Donc là, vous voyez, on a une sorte d'explication uniforme, univoque, de l'ensemble des troubles du neurodéveloppement à travers une dysfonction, une mauvaise mise en place de la connectivité entre diverses régions cérébrales.
Et évidemment, selon les régions qui sont concernées, le symptôme va être différent, que ce soit dyslexie, dyscalculie, TDAH, voire même autisme. Donc l'altération de la connectivité sous-tendue par les grands faisceaux de substances blanches intracérébraux est sans doute le marqueur morphologique le plus robuste et le plus fiable des symptômes individuels de TND. Le mécanisme par lequel le défaut de connectivité provoque les troubles d'apprentissage dans chacun des secteurs des fonctions cognitives fait sans doute appel à une mauvaise synchronisation des oscillations corticales entre les différentes régions ainsi connectées. Et c'est là que je veux en finir, c'est que cette constatation a amené pas mal de chercheurs à essayer des méthodes thérapeutiques un peu différentes que celles qui sont utilisées par les rééducateurs habituellement, des méthodes plus transversales qui seraient applicables à l'ensemble des TND finalement et pas seulement à un trouble particulier. Et parmi ces méthodes, il y a des méthodes qui utilisent le rythme et la musique, qui sont de plus en plus utilisées. Alors on a vous voyez, des publications multiples là, qui commencent à pulluler dans la littérature. Avec cette idée-là, c'est que, comme dans la dyslexie, on peut avoir des rééducations qu'on va dire verticales, du langage, des gnosies visuelles, de la coordination motrice, etc., avec d'ailleurs chacun le rééducateur qui lui en est spécialiste, l'orthophoniste, le psychomotricien, le neuropsychologue, etc. On est, disons, dans des interventions cognitives spécifiques et superposées à ce type d'intervention, on va dire classique, on pourrait imaginer des interventions transversales, comme c'est représenté sur ce schéma, qui, justement, comme celles qui utiliseraient le rythme et la musique, qui permettrait à la fois de traiter plusieurs domaines, mais aussi d'aller vers des domaines cognitivo-émotionnels, des interactions sociales, comme cela a été prouvé récemment. Là, je vous montre un des travaux récents, tout récent, là, ça date de mars 2022. Ici, les auteurs ont comparé deux groupes de jeunes autistes dont l'un avait bénéficié de cours de batterie durant 90 minutes par semaine sur 8 semaines. 8 semaines seulement. Les résultats montrent une amélioration significative des symptômes de TDAH, attention et impulsivité, dans le groupe qui a été entraîné. En outre, une IRM réalisée avant et après l'apprentissage montre l'amélioration de la connectivité entre des zones frontales et sous-corticales, parallèlement à l'amélioration du comportement, et seulement dans le groupe qui a été entraîné avec la batterie. Okay. Donc vous voyez, c'est un cas de figure intéressant, tout récent, qui vient illustrer cette idée de traitement transversal, multisystème, pouvant cibler précisément la comorbidité entre deux TND, ici l'autisme et le TDAH, plutôt que chaque symptôme séparément. Donc voilà une des pistes sur lesquelles on peut déboucher. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation très complexe. Je crois qu'il y a des questions. Donc, Simon Delcourt va te les présenter. J'ai oublié tout à l'heure de dire, c'était marqué sur la diapositive, que tu étais bien sûr président de l'association Réseau 10 et que tu en es membre fondateur, voilà, qui a un rôle très important dans la région PACA. Bonsoir Dr Habib, merci beaucoup pour cette intervention qui a été extrêmement claire, limpide et précise. Le nombre de médecins qui se sont connectés reflète bien l'intérêt des médecins du département pour ce sujet. Il y a une question sur un acronyme que vous avez utilisé tout à l'heure. Vous avez parlé de plateforme, je crois, de plateforme PCO. Est-ce que vous pourriez très simplement préciser dans la continuité de votre intervention ce que sont ces plateformes PCO ? Alors, je crois que j'ai une diapo là. Vous voyez, j'avais prévu la question. Voilà. Vous pouvez mettre la diapo, c'est possible ? Donc, en fait, à la suite de la stratégie nationale pour l'autisme, et le dernier plan autisme, qui date de 2018, qui se termine décembre 2022, il a été créé des structures qu'on appelle des plateformes de coordination et d'orientation qui ont deux caractéristiques. C'est de recevoir de façon assez directe de la part des familles et des médecins
sur prescription des enfants qui ont des TND, et d'autre part de donner accès à ces enfants à une prise en charge totale des soins jusqu'alors non remboursés par la sécurité sociale. Donc, les professionnels vont être directement rémunérés par l'assurance maladie de façon systématique. Ergothérapeutes, psychologues et psychomotriciens. C'est ce qu'on appelle le FIR, le forfait d'intervention précoce, qui a été au début proposé pour les enfants de 0 à 6 ans seulement, donc essentiellement visant l'autisme et avec comme objectif de rendre plus précoce le diagnostic d'autisme dans les cas où pour éviter les retards du diagnostic. Depuis peu, et à la suite d'une intervention du président Macron à la journée du handicap, je crois que c'était en 2020, il a été décidé d'étendre le bénéfice de ces PCO à tous les enfants jusqu'à 12 ans. Et dans son discours, Macron précisait clairement que ça devait inclure à présent les enfants qui présentent les troubles 10, et il a cité dyslexie, dysphasie, etc. Donc là, il est clair maintenant que ces PCO qui étaient à l'origine consacrés spécifiquement à l'autisme deviennent des possibilités de donner accès à toutes les familles d'enfants qui ont les troubles qu'on a vus aujourd'hui, les troubles TSLA, de donner accès à des soins et à des prises en charge non payantes auxquelles ils n'avaient pas accès jusqu'à présent, et dans le droit commun, alors que c'était seulement des exceptions. Par exemple, ce qu'on faisait dans notre réseau, on avait des dérogations tarifaires, c'est-à-dire qu'on avait une enveloppe qui permettait de payer certains actes non remboursés, mais c'était dérogatoire, si vous voulez. Là, maintenant, avec la PCO, on entre dans le droit commun, c'est le droit direct des familles à l'accès à ces soins. Voilà l'avancée considérable que représente la PCO, non seulement pour l'autisme, mais là je pense qu'on a maintenant le recul de plusieurs années, mais également, bientôt on l'espère, pour l'ensemble des TND. Je peux peut-être juste compléter qu'effectivement, depuis 2-3 ans, les PCO, même 0-6 ans, sont pour les TND, inclus les TND. Oui. Ouais. Et du reste, on a regardé tout récemment les statistiques. Je crois qu'au niveau national, il y a à peu près 50% dans les 0-6 ans, 50% de diagnostics qui relèvent de TND, en particulier TDAH, dysphasie et dyspraxie. Je parle des 0-6 ans. Déjà. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse également très claire. J'en profite pour les éditeurs, si vous souhaitez poser vos questions, faites-le bien évidemment sur le fil de discussion. On va les traiter au fur et à mesure. Après, il y a une question, je pense, plutôt liée aux médecins de ville qui s'est un peu éloigné de ces questions-là et qui est désemparé. On a vu que vous avez donné quelques outils, quelques pistes, et notamment la HAS où les recommandations sont claires. Est-ce qu'il existe pour les médecins de ville des formations pour repérer et prendre en charge les enfants qui présentent des troubles de l'apprentissage ? Alors oui, il y a des formations. Voilà. Il y a deux possibilités, on va dire une formation longue et des formations courtes. La formation longue, c'est un DU qui est proposé conjointement par Neurodis PACA, ex-Réseau 10, et la faculté de médecine, le service de Madame Chabrol. Donc, vous voyez, on collabore étroitement avec Madame Chabrol sur la formation des futurs médecins, mais pas seulement les médecins, parce que c'est DU qui est ouvert à toutes les professions. D'accord ? Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, parce que ça crée des interactions entre les professions et que l'enseignement auquel je participe personnellement d'ailleurs est intéressant. Et puis, notre organisme qui est affilié à Neurodis, qui s'appelle Formadis, qui est un organisme de formation qui propose des formations pour les médecins sur la thématique des troubles d'apprentissage, en particulier deux formats. Un format pour le niveau 1, on va dire, qui est un format d'une journée, et un format pour former des médecins de niveau 2 sur 4 journées, avec la possibilité pour ce dernier format
de faire des stages dans différents endroits parce que, évidemment, la formation théorique est loin d'être suffisante dans ce domaine-là. Et je pense que n'importe quelle formation théorique, la plus fouillée soit-elle, ne permettra pas de former des spécialistes sur ces TSA-là. Il faut qu'il y ait une expérience pratique, donc des stages pratiques. On peut peut-être compléter, dire que va, à partir de début 2023, avoir lieu, devrait commencer la formation proposée par le DPC pour les médecins de premier niveau, donc généralistes et pédiatres, sur le repérage précoce des TND. Très très bien. En parlant des TND, c'est une question, je pense, qui a été posée par un médecin garçon et probablement gaucher, puisqu'il nous demande si l'imagerie morphologique a-t-elle donné une réponse plus fréquente chez le garçon et chez le gaucher. Une réponse plus fréquente, il faudra qu'il m'explique ce que ça veut dire, mais je crois comprendre à peu près. Est-ce qu'il y a des particularités chez les gauchers? Jusqu'à présent, on a juste montré que l'hémisphère droit des gauchers est un peu plus concerné par le langage qu'il l'est chez les droitiers. Donc c'est que l'hémisphère gauche qui est dans le langage. Alors je ne sais pas s'il y avait une autre question derrière ça, mais... Non, elle a été posée telle quelle. Oui. Mais voilà, par ailleurs, il y a une autre question qui concerne les enfants qui, à l'inverse, présentent des facilités anormales. Ont-ils été étudiés en imagerie? Alors oui, donc c'est ce qu'on appelle les HP, les hauts potentiels. C'est une population qui commence à intéresser beaucoup les spécialistes des TSLA d'ailleurs, parce qu'il y a des associations qu'on explique mal encore à l'heure actuelle entre certaines formes de TND, en particulier ce qu'on appelle les syndromes de dysfonction non verbale, qui sont un peu des dyspraxies avec des troubles de l'attention et des caractéristiques autistiques mineures. Ce syndrome de dysfonction non verbale est très souvent associé à un haut potentiel hétérogène. Voilà. Par ailleurs, il y a des hauts potentiels homogènes qui, eux, en général, n'ont aucune difficulté. Et finalement, ce sont surtout les hauts potentiels hétérogènes qui ont intéressé les chercheurs. Et ils ont effectivement trouvé que dans cette population-là, où le potentiel verbal est très haut et tout ce qui est non-verbal est plus bas, voire infranormal, il y a des connexions, justement les connexions de substances blanches que je vous montrais tout à l'heure, qui sont mieux organisées dans l'hémisphère gauche, celui qui fonctionne mieux, que dans l'hémisphère droit. Et que par rapport à des intelligences normales, ceux qui ont une intelligence, on va dire un haut potentiel homogène, c'est-à-dire qu'ils sont bons partout, eux, ils ont une surorganisation de ces faisceaux, de ces connexions, mais dans les deux hémisphères de façon symétrique. Très bien, très bien. Et on va finir avec deux questions qui relèvent du pratique destiné aux parents. Alors, une question un peu générale, mais malheureusement, on n'a pas de baguette magique et vous non plus. C'est comment faire face à la difficulté d'accès aux soins, aux orthophonistes, pardon. Comment faire face à la difficulté d'accès aux orthophonistes compte tenu de la pénurie d'orthophonistes versus les 1 enfant sur 10 que vous avez évoqué tout à l'heure. Et une des pistes évoquées, c'est existe-t-il des structures associatives départementales ou régionales destinées à aider, soutenir et accompagner les parents? Alors, des structures, il y en a. Il y a surtout les associations de familles qui sont là pour répondre aux questions, mais malheureusement, qui n'auront pas les moyens de remplacer les orthophonistes. Ça, c'est clair. En revanche, vous savez que ce problème d'orthophonie, il est ubiquitaire, il est partout, mais tout particulièrement dans les secteurs les plus défavorisés. Et c'est comme une sorte de double peine parce qu'on sait que ces troubles-là sont plus fréquents chez les enfants provenant de milieux défavorisés. Et en plus, leur famille n'a pas d'accès aux orthophonies parce qu'il n'y en a pas. Sans parler du fait que les familles elles-mêmes sont moins motivées de base par rapport à ce type de soins. Donc, ce qu'on essaye de faire à Neurodis, on est en train de développer
financé par l'ARS et financé par un mode de financement qui s'appelle les cités éducatives, qui est à la fois du département et de la mairie de Marseille et de l'éducation nationale. Et je crois que l'ARS a aussi une participation là-dedans. Financer des équipes d'appui par des professionnels paramédicaux, d'appui aux enseignants pour les aider à repérer les troubles et à mettre en place justement les premières interventions purement pédagogiques qui pourraient aider le mieux possible. Alors on ne va pas remplacer les orthophonistes par des intervenants scolaires, hein, mais finalement ce qui vient à l'esprit par rapport à la réponse de cette carence en orthophonistes, c'est de se dire essayons de voir ce qu'on peut faire au mieux à l'intérieur de l'école avec les moyens qu'on a et peut-être venir aider. Vous savez que dans la majorité des pays d'Europe, les orthophonistes travaillent dans les écoles et qu'on est un des rares pays, la France, à ce que les orthophonistes restent à l'extérieur. Alors, il y a des avantages certainement, mais probablement l'état actuel que l'on redoute, là, cette carence d'orthophonistes, pourrait être en partie solutionné si on pouvait faire entrer des professionnels de santé dans l'école qui viendraient en appui plus direct aux enseignants qui sont eux-mêmes dans la détresse par rapport à ces problématiques chez les élèves. Oui, et là, on va parler d'un autre cas qui sont les assistantes de vie scolaire, qui est aussi un autre sujet. On ne rentrera pas dans ce sujet-là, mais c'est déjà très compliqué de pouvoir venir en soutien. Très hétérogène. Effectivement, de venir en soutien aux professeurs. Donc, est-ce qu'on peut dire que sur Neurodis, on trouve par exemple ces structures départementales, ces structures associatives parentales dont vous parliez? Oui, dans notre conseil d'administration, les familles sont partie prenante, sont membres du conseil d'administration de Neurodis. Nous, on fait partie, moi personnellement, je fais partie du conseil scientifique de la FF10, qui est l'association, qui est la fédération de toutes les associations de parents au niveau national. Et on travaille de façon très régulière ensemble sur toutes ces questions. Donc il y a un annuaire que les médecins et parents peuvent consulter. Bien sûr. Très bien. Bravo, merci beaucoup Dr Habib. On a fait le tour des questions, on a même respecté le timing des jeudis de l'ordre. Un grand merci pour votre intervention, une fois de plus de qualité. Vous pourrez retrouver cette intervention d'ici une semaine, 10 jours, le temps que notre équipe technique de choc, l'association Safar, fasse le montage. Elle sera disponible en ligne sur le site du conseil départemental. Donc vous tapez CDOM 13 sur votre moteur de recherche privilégié et vous trouvez le site du Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre vous souhaite une excellente fin d'année. On se retrouve le 12 janvier prochain pour un sujet tout aussi intéressant qui sera abordé par le docteur Marc Lévesque, neurochirurgien des hôpitaux et auteur de nombreux livres, qui va nous parler de la prise en charge de la douleur sur le thème Cassons les idées reçues. Encore un grand merci, Dr Habib. Je repasse le micro au Dr Michel Blanc-Pardigon pour le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup. Et quoi de neuf pour les 10, c'était 10 sur 10. Merci beaucoup. Et bonne fin d'année à tout le monde. Merci Michel, merci à vous tous. Merci. Bonne soirée.